Votre cerveau, les effets de la dépression. Sixième et dernier épisode, comment les psychédéliques modifient le cerveau. Dans cette première expérience, vous vous êtes retrouvés au bord de la mer à écouter le doux ressac des vagues. Nous allons maintenant réessayer cette expérience, mais cette fois-ci en l'amplifiant. Avez-vous senti comme votre perception s'est étrangement amplifiée pendant quelques secondes, comme si vos sens étaient saturés de signaux sensoriels? Cette sensation est caractéristique de l'expérience psychédélique, celle que l'on peut ressentir lorsque l'on reçoit un traitement avec une molécule psychédélique. Ces dernières années, les molécules psychédéliques sont utilisées pour traiter la dépression résistante au traitement, ouvrant à nouveau la possibilité de l'utilisation médicale de ces molécules après une période de prohibition à partir des années 1970. Contrairement aux traitements antidépresseurs classiques que nous avons détaillés dans l'épisode précédent, ces molécules psychédéliques ont des effets antidépresseurs qui sont dits d'action rapide, car ils peuvent apparaître quelques heures à quelques jours après l'administration. Elles ont par ailleurs la particularité d'induire des états modifiés de conscience, associés à des sensations de sortie du corps, de connexion avec l'environnement ou encore des expériences mystiques. Parmi ces molécules, la plus célèbre est la psilocybine, un alcaloïde naturel issu des champignons psilocybes, une espèce endémique qu'on retrouve dans la plupart des régions du monde. Ces champignons sont d'ailleurs tellement répandus sur la planète qu'ils ont été utilisés à visée rituelle ou médicinale dans de nombreuses cultures. Lorsqu'elle est déphosphorylée, la psilocybine vient se fixer sur les récepteurs sérotoninergiques qu'on appelle 5-HT2A, qui provoquent une libération d'un neurotransmetteur dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents, le glutamate. La psilocybine est revenue en médecine au début des années 2000 sous l'impulsion d'un psychiatre qui s'appelle Roland Griffith, qui travaillait à l'université Johns Hopkins. Ce psychiatre est un fervent défenseur d'une approche intégrative et il consacre d'ailleurs une grande partie de sa carrière à soulager la souffrance psychologique des patients qui souffrent de cancer en phase terminale. Ce psychiatre réalise une première étude qui montre qu'une dose unique de psilocybine associée à une psychothérapie de soutien réduit significativement l'anxiété et les symptômes de dépression chez les patients qui souffrent de symptômes anxieux, dépressifs en fin de vie. Par la suite, plusieurs autres études, réalisées notamment par l'équipe de Robin Cart-Harris, se concentrent sur la dépression résistante au traitement et montrent une efficacité de ces molécules dans cette indication. En France, depuis une dizaine d'années, la kétamine est aussi utilisée contre la dépression résistante. Cette molécule qu'on dit anesthésique est en fait utilisée chaque jour par les anesthésistes, par les urgentistes, notamment pour sa capacité à induire rapidement un état de conscience altéré. Contrairement aux antidépresseurs conventionnels, ces molécules psychédéliques vont en fait entraîner des altérations transitoires de votre perception. Certains de ces effets sont vécus comme des expériences presque mystiques, avec une phénoménologie qui est dépendante de la molécule. La kétamine entraîne ainsi majoritairement des effets dissociatifs, une déréalisation, un sentiment d'irréalité du monde, et une dépersonnalisation, c'est-à-dire un sentiment d'irréalité du corps. Lorsqu'elle est intense, cette dépersonnalisation peut même être associée à une autoscopie, la sensation de sortir de son corps, ou un syndrome d'Alice au pays des merveilles, avec la sensation d'allongement, de rétrécissement de ses propres membres ou des objets qui sont autour de soi. La psilocybine provoque des effets qui sont plus classiques, qui peuvent durer d'ailleurs entre 4 et 8 heures, et qui sont plutôt caractérisés par des hallucinations et un sentiment de connexion avec le monde environnant, qu'on appelle en médecine égo-dissolution. Les patients ayant expérimenté ce traitement décrivent même parfois la sensation d'une révélation, d'un bouleversement intérieur, comme si la manière dont ils percevaient le monde avait été transformée. Face au récit de ces patients, tout un champ de recherche en neurosciences s'est développé pour comprendre justement les effets de ces molécules psychédéliques sur le cerveau.
Cette rapidité d'action, ces effets très puissants, ne concordent pas avec une théorie montante, bottom-up, de la correction des croyances que nous avons détaillée dans l'épisode précédent. Après une seule prise de psilocybine, en fait, on se rend compte qu'il y a des changements profonds dans l'activité des réseaux cérébraux. On retrouve ainsi une augmentation de la connectivité entre les cortex sensoriels, une diminution d'activité dans certaines zones, et puis des phénomènes qui pourraient participer de façon globale à une sorte d'amplification sensorielle caractéristique de cette expérience. La majorité de ces résultats empiriques suggèrent également une augmentation de la plasticité cérébrale qui est induite par ces psychédéliques. Ces molécules, notamment la kétamine, pourraient notamment moduler les prédictions sur l'origine du traitement des informations et perturber un petit peu finalement les croyances probabilistes qui sont présentes dans la dépression. Il faut savoir que lorsque le cerveau apprend à partir de ces expériences, il va modifier la manière dont les neurones sont connectés en créant de nouvelles connexions. Les psychédéliques, en fait, peuvent réduire la force et la précision de ces connexions, modifiant les prédictions cérébrales et favorisant finalement la mise à jour de ces représentations mentales. Pour utiliser une métaphore informatique, c'est un peu comme si ces molécules produisaient une sorte de tempête cérébrale, qui résultait en une forme de reprogrammation profonde de vos réseaux de croyances. L'intérêt de ces molécules est ainsi de concilier la pharmacologie et la psychothérapie, qui est aujourd'hui en crise de légitimité, notamment face à la psychiatrie biologique. Au cours de ces thérapies, l'accompagnement psychothérapeutique est indispensable. Il est même recommandé que 2 thérapeutes soient présents constamment aux côtés du patient pendant toute la durée de la séance. Cet état d'ouverture et de flexibilité mentale pourrait d'ailleurs favoriser le travail de psychothérapie en faisant tomber certains mécanismes de défense et en supprimant les biais cognitifs retrouvés dans la dépression. Malgré leur potentiel, il faut faire attention à ne pas se précipiter sur ces molécules. Il faut rappeler que l'utilisation médicale de la psilocybine n'est pas possible en France et que celle de la kétamine nécessite d'être bien encadrée. L'utilisation des psychédéliques comme traitement nécessite en fait des protocoles formalisés, des études rigoureuses et une meilleure connaissance de leur rapport bénéfice-risque. Ces précautions sont d'autant plus importantes que ces traitements peuvent entraîner des effets indésirables psychologiques, provoquer de la peur, de la tristesse, ou provoquer aussi des contextes d'addiction, notamment quand on a envie de répéter les effets subjectifs qu'on a ressentis pendant la prise. Certaines études ont même montré que l'administration chronique de kétamine pouvait modifier un peu en profondeur les mécanismes de mise à jour des croyances, favorisant la sensibilité à des stimuli qui étaient non pertinents, ce qui pouvait conduire à des croyances paranoïaques ou superstitieuses. Dans la recherche sur ces molécules, il est impératif de procéder par petites étapes, en commençant par évaluer leur sécurité et leur efficacité, et en tenant compte des risques pour la santé individuelle et collective. Les maîtres mots pour la recherche psychédélique sont rigueur scientifique, temps pour la science, protection des individus fragiles et cloisonnement strict avec les usages récréatifs. Au fil de ces épisodes, nous avons cheminé dans le monde en noir de la dépression, détaillant les biais de la perception, les gouffres de l'action et les croyances négatives qui envahissent l'esprit lorsque l'on souffre de ce trouble. Comme vous l'aurez compris, la dépression est bien plus qu'une émotion de tristesse. C'est plutôt une transformation progressive de tout ce qui fait votre esprit. J'espère que votre regard sur ce trouble a pu évoluer au cours de ce chemin parcouru ensemble et que vous pourrez utiliser cette expérience pour soutenir tous ceux autour de vous qui souffrent de dépression. C'était Votre cerveau, saison 8, Les effets de la dépression, par Hugo Bottmann. Réalisation, Charlotte Roux. Responsable de podcasts originaux, Camille Reynard. Chargée de programme, Elodie Piel. Prise de son, Delphine Baudet. Mixage, Anthony Thomasson, Inès de Bruyne. Avec la voix d'Alexandra Włodarczyk. Un podcast à retrouver sur le site franceculture.fr et l'application Radio France.